Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 157e émission qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars. Je suis Jean-François Richard et aujourd'hui pour discuter des divers sujets Star Wars, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir les gars. Et de Julien. Bonsoir Julien. Salut tout le monde. Alors messieurs, qu'est-ce qui s'est passé côté Star Wars ou Geeks dernièrement pour vous? Si on commence avec toi Francis. Moi de mon côté, je me suis lancé dans la relecture de Riposte, le tome 1, parce que comme on va parler un peu plus tard en émission, le tome 2 et 3 s'en viennent à grands pas en français. Sinon, bon, c'était Halloween, donc je me suis botté le cul un petit peu sur mon costume de cosplay qui me trotte dans la tête depuis 1 an, un costume de Poe Dameron. Donc j'ai transformé le fusil de Poe version fléchette là, Nerf orange fluo en une version quand même beaucoup plus crédible. Donc, pour une première expérience, je suis quand même très satisfait de mes résultats. Est-ce que tu fais la version de Poe Dameron pilote ou pas? Ouais, exactement, c'est ça. En chienne orange, comme on dit au Québec. Excellent, on va pouvoir faire des super photos. Oui. Et bon, j'imagine que comme vous, j'ai écouté les épisodes de Star Wars Resistance qui commencent à débouler chaque semaine. Ouais, moi j'ai écouté les 4 premiers, j'ai pas écouté d'autres épisodes après. Toi, Julien, de ton côté? Bah moi je suis à 3 épisodes de Résistance, donc je suis un petit peu en retard. Sinon de mon côté, moi j'ai continué mon épopée BDiste on va dire des univers Legend de Star Wars, puisque Delcourt s'amuse à ressortir pas mal de ces séries en version intégrale. Donc c'était l'occasion pour moi de sauter dessus et puis de les racheter, enfin de les acheter tout court, puisque j'avais pas eu l'idée géniale de les acheter au fur et à mesure qu'ils sortaient. Donc j'en profite qu'ils ressortent les intégrales pour les acheter, et puis pour les lire optionnellement. Et puis sinon, je continue mon petit bonhomme de chemin à faire mes événements avec la 501, des choses comme ça. Et je me suis un peu remis à certains jeux vidéo Star Wars un peu anciens, donc j'ai refait un peu de Star Wars Racer 2, j'ai fait un peu de Bounty Hunter, des choses comme ça pour un petit peu me remémorer la bonne époque des jeux vidéo Star Wars. Ah, des classiques. De mon côté, ça a été très tranquille côté Star Wars dernièrement. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai écouté les 4 premiers épisodes de Résistance la première semaine. J'ai pas écouté les autres après. Pas que je suis pas intéressé, c'est juste j'ai vraiment pas le temps avec le travail ces temps-ci. Donc j'ai pas fait grand chose Star Wars. J'ai même pas encore commencé le roman solo ou quoi que ce soit encore. Donc, j'ai du retard à rattraper dans les prochaines semaines. Et c'est pas mal ça. On voudrait juste mentionner qu'aujourd'hui, l'enregistrement a lieu le 6 novembre 2018 et il y a 15 ans, au Québec, il y avait une émission qui s'appelait La Revanche des Nerds et qui ont fait une entrevue avec Star Wars en direct, qui était principalement Danny et Sébastien. Si vous allez sur notre page Facebook, vous pouvez voir l'entrevue qui a été faite de l'émission La Revanche des Nerds, où ils ont visité le studio de Star Wars en direct, qui était plus précisément l'appartement de Danny. Vous allez voir que 15 ans, ça a changé, hein? Il a dit ça aussi. Allez voir cette vidéo parce qu'il y a du dossier. Faites des captures d'écran, faites des arrêts sur image, faites du Photoshop parce que là vous avez de quoi faire des magnifiques photomontage de Star Wars en direct. Ouais, et Sébastien et Danny ont l'air de 2 jeunes gamins. Ouais, c'est 15 ans, là, beaucoup de choses sont passées en 15 ans. On voit l'évolution technologique aussi. J'ai regardé ça tantôt. Clairement, là, on parle de 2003. Donc, c'est sûr que c'était une autre époque. Oui, parce que quand on parlait avec des gens, Danny avait son micro qui était collé sur le téléphone pour pouvoir enregistrer ou qu'on puisse entendre les personnes à qui parlaient et tout. Donc, c'est comme tu dis, le côté technologie, il n'y avait pas Skype et tout ça dans ce temps-là. Là. Et il y a peut-être certains de nos auditeurs qui étaient pas nés à l'époque. Donc, je vous invite à aller voir ça pour voir qu'est-ce que c'était Star Wars avant que vous soyez nés. Et voilà, durant la période de la prélogie. Oui.
Alors, on vous rappelle aussi nos émissions les plus récentes, donc le Star Wars en direct 156 où nous avons discuté de la série de Mandalorian et du Blu-ray de Solo. Le Star Wars Collectors numéro 15 où nous discutons qui est consacré aux Official Picks et la compagnie Topps. Et bien sûr, le Star Wars en direct entrevue numéro 3 où Danny discute avec Marc Joly-Corcoran, le réalisateur du documentaire Que le fan soit avec toi. Alors justement, à ce titre, pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter ce Star Wars en direct là, ce Star Wars en direct entrevue, en fait, Marc Joly-Corcoran, c'est un réalisateur québécois qui a décidé, il y a quelques années, maintenant, il y a 3 ans, de suivre 4 fans en fait de Star Wars dans leur péripéties régulières. Donc on va avoir des gens qui sont sur le web, comme des gens qui sont aujourd'hui commandants de la 501, comme des gens qui sont juste très passionnés de figurines. Donc c'est un reportage qui va être fait sur une longue durée, puisqu'ils souhaitent le terminer l'année prochaine, en tout cas terminer de filmer l'année prochaine et après faire un joli montage, enfin on espère joli, montage de tous les rushs qu'il a eu et qu'il a fait. Donc je vous invite à aller l'écouter l'émission, et surtout si on vous en parle, c'est que dans le fandom Star Wars francophone, il n'y a pas forcément tant d'initiatives que ça qui sont faites. On a quand même des belles initiatives, on va pas se leurrer, mais en termes de contenu, on a effectivement des émissions de radio, on a quelques sites web, mais ce genre de reportage-là, c'est quand même relativement rare. Et justement, pour l'aider à le financer, Marc Joly-Corcoran a lancé sa page Indiegogo. Donc vous pouvez aller sur www.indiegogo.com et chercher le projet Que le fan soit avec toi. Normalement, vous devriez être capable de pouvoir le trouver. Et la bonne nouvelle pour tous nos auditeurs qui sont pas au Québec, c'est que Marc Joly-Corcoran étant québécois, il demande des dollars canadiens, ce qui fait que le moindre euro coûte une belle fortune chez nous dans notre belle contrée. Donc n'hésitez surtout pas à venir aider à financer ce projet qui actuellement il le finance par lui-même. Vous allez aller voir qu'il y aura plusieurs paliers qui vont vous permettre d'obtenir certaines contreparties, comme tous les projets Indiegogo, Kickstarter et autres. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et vous avez aussi des extraits vidéo de qu'est-ce qui a déjà été tourné pour un peu découvrir qui sont ces fameux personnages que Marc Joly a décidé de suivre. C'est un projet vraiment intéressant, ça vaut la peine. Là. C'est vraiment super ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ouais, et puis c'est une personne vraiment adorable pour le côtoyer de temps en temps. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est sûr que c'est son métier, mais qui fait ça par passion, qui a investi beaucoup de temps. Là, il passe actuellement régulièrement, pratiquement tous ses week-ends. Quand il passe pas ses week-ends à dérusher ses vidéos, il passe ses week-ends à en faire en suivant les 4 comparses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie, qui est très passionné par l'univers et qui essaye de faire ça du mieux qu'il le peut. Et honnêtement, aidez-le. Aidez ce projet qui mérite vraiment sa place dans notre univers. Effectivement. Merci, Julien. On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement pour l'Amérique du Nord. Donc, si vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez discuter de votre passion avec nous, vous pouvez aller sur la page de Star Wars Direct dans la section recrutement. Et aussi, nous rappelons que nous avons maintenant des t-shirts et des tasses pour nos amis de l'Europe. Les t-shirts sont disponibles aussi au Québec. À notre boutique, donc si vous voulez voir les différents chandails disponibles avec le logo Star Wars en direct, vous pouvez aller sur la page Star Wars Direct dans la section boutique. On en profite pour remercier nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, on a quand même plusieurs nouvelles à couvrir ce soir. Nous allons commencer avec les nouvelles pour le côté gaming. Donc, la première nouvelle concernant les jeux vidéo est que le général Grievous est maintenant disponible pour le jeu Battlefront 2. Donc,
le général Grievous est un héros pour l'Empire et les séparatistes. Il n'y a pas encore la carte de Geonosis qui est disponible. Elle devrait être disponible dans les prochaines semaines. Sauf qu'on a pu voir des images de la carte. Et la voix de General Grievous est faite par Matthew Wood, qui était l'acteur qui faisait la voix de General Grievous dans le film La Revanche des Sith, ainsi que dans la série Clone Wars. En parlant de Clone Wars, c'est aussi intéressant de noter que les acteurs de la série, du moins du côté anglais, c'est eux qui reprennent leur voix, les voix de leurs personnages pour le jeu vidéo. Donc James Arnold Taylor qui faisait Obi-Wan va jouer Obi-Wan lorsqu'il sera disponible, ainsi que Matt Lanter qui faisait Anakin Skywalker. Donc il reprend lui aussi sa voix pour Anakin lorsqu'Anakin sera disponible. Je crois que c'est au début de l'année prochaine. Et l'acteur Corey Burton va reprendre sa voix pour le Count Dooku. Écoutez, je l'ai pas essayé encore le General Grievous. Honnêtement, je touche plus à Battlefront depuis quelques temps. Moi, je pense que c'est quelque chose qui arrive un peu trop tard. C'est le premier personnage qui est disponible en téléchargement depuis la sortie du jeu. Le jeu est paru au mois de novembre l'année dernière, donc ça fait près d'un an. Il est très mal supporté, ce jeu. Et ce qui arrive, tous les changements qu'ils tentent de faire en ce moment, pour moi, c'est trop tard. Je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui jouent encore à Star Wars, à quel point il y a du monde encore qui joue à Battlefront 2. Parce que ça a l'air vraiment d'être le jeu, je dirais, popcorn, c'est-à-dire celui, tu sais, un peu comme les films de super-héros là, que tu vois, que tu regardes une fois, peut-être deux grand maximum, et puis après tu regardes plus. Là, Battlefront 2, ça donne, à chaque fois que tu parles aux gens, c'est « Ah ouais, je l'ai, tu joues ?» Bah non, depuis combien de temps ? Oh, ça doit faire, j'ai joué 2-3 mois, tu vois. C'est vraiment un jeu qui a eu, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il a eu du mal à durer dans la durée, en fait, dans la longueur. Et là, nous sortir un personnage, je sais pas, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont remettre les disquettes pour juste le Général Grievous ? Non, c'est ça, puis à la sortie du jeu, ben on le sait, ça a été un désastre total. Mais par la suite, il n'y a rien eu. Ils ont sorti Finn, ils ont sorti Phasma quand les derniers Jedi est paru au mois de décembre l'année dernière. Mais depuis, puis il y a eu Solo, qui est au mois de mai. Mais dans le Solo, tu sais, c'est plus comme moi je peux dire ça, pas des retouches, mais tu sais, Solo, c'est le même Solo, c'est juste qu'ils ont mis comme ils l'ont rajeuni, ils ont juste changé son apparence. C'est pas un nouveau personnage qu'ils ont créé du début à la fin comme General Grievous. General Grievous, c'est vraiment le premier personnage qui est différent des autres personnages qui sont disponibles pour le jeu. Là. C'est pas juste le retouche d'un personnage existant. Mais il n'y a pas eu d'autres cartes, il n'y a pas eu ça a été très mal supporté. Il y a eu quand même la campagne solo où tu as eu un petit truc qui a été rajouté. Mais c'est dommage parce que c'est là qu'il fallait venir chercher les gens. Parce que finalement, un fan de Star Wars, il a envie de connaître l'histoire de Star Wars. Il n'a pas forcément envie de jouer en ligne. Il veut jouer en ligne, d'accord. Mais la plupart des gens, ce qui l'intéressait, c'était la campagne solo. Et puis de connaître Iden Versio, de connaître l'Inferno Squad, de savoir ce qui se passait avec l'Inferno Squad. Surtout qu'ils avaient un bon début. Et puis bon, après, l'histoire nous dira qu'ils ont un peu foiré la suite. Au début, il y a quand même eu une quantité, là, dans les premiers mois, il y a eu quand même une quantité de modifications puis d'ajouts. Avec le film Les Derniers Jedi, il y avait quand même une expansion de la campagne intéressante qui fitait avec justement Les Derniers Jedi. Je veux pas vendre le punch là, à ceux qui ne l'auraient pas fait, cette partie-là de la campagne supplémentaire. Le tout était disponible gratuitement. Donc, mais effectivement, si on faisait un bilan d'après un an, c'est vrai que c'est léger là, en contenu ajouté. Évidemment, il y avait la carte de Crate avec les Derniers Jedi. Il y a eu la carte de la Kessel Run, pas la Kessel Run, mais les mines de Kessel avec Solo. Mais c'est vrai que c'était depuis ce moment-là, il n'y avait pas eu grand-chose. Grievous y était attendu, je pense, par les joueurs. Mais est-ce que ça va ramener des joueurs qui jouaient plus? Effectivement, je suis pas sûr. Moi, pour ma part, je fais aussi partie de ceux qui ont arrêté de jouer depuis quand même un bon bout de temps. Je vais probablement, éventuellement, m'y remettre avec mes fils, là, puis en profiter pour aller voir le résultat avec Grievous. Faut dire que ça... En tout cas, les images que j'ai vues jusqu'à maintenant, ça s'annonçait quand même spectaculaire.
mais tu sais, c'est sûr que c'est un FPS. S'il n'y a pas au niveau campagne, etc., si c'est que du multijoueur, bon ben c'est sûr que c'est un jeu répétitif, c'est inévitable. Ensuite, côté durée de vie, ben tu sais, moi je me dis faut comparer ça à d'autres jeux comme Battlefront, à des jeux comme Battlefield ou Call of Duty, etc. À quel point les audiences se maintiennent pour des jeux comme ça, je suis pas certain non plus que ça dure si longtemps que ça non plus, parce qu'ils en sortent des nouveaux continuellement. Des Battlefield, il en sort encore un bientôt. Là. Fait qu'il y a toujours un renouvellement parce que nécessairement les gens stannent. Ouais, mais je pense que si EA aurait suivi leur plan initial, on aurait un nouveau Battlefront, soit cette année ou l'année prochaine, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais je pense qu'avec la réaction des gens, ils ont comme reculé. Puis je pense aussi que Disney commence à perdre patience un peu avec EA, parce que Disney, quand ils ont permis à EA d'avoir le contrat, ils s'attendaient sûrement à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et je suis sûr que Battlefront, il s'est vendu beaucoup le premier mois, mais après ça, il était déjà en rabais. Là. Mm-hmm. Donc, ils font pas l'argent que Disney s'attendait. On va le voir l'année prochaine avec le jeu de la compagnie Respawn qui est Fallen Jedi, je pense, ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup plus d'espoir que ce jeu-là parce que Respawn, c'est une compagnie qui est quand même très réputée côté jeu. Donc, j'ai hâte de voir. Mais bon, c'est ce qu'il y en est pour Battlefront. Ensuite, si on passe au côté nouvelle Fantasy Flight Games, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Fantasy Flight Games, right? Eh oui, oui. Et pourtant, ils sont toujours là. Toujours là. Incroyable. Oui. Et ils continuent d'alimenter leur jeu. Alors évidemment, on va commencer avec le jeu X-Wing miniature. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les événements ou qui ont décidé de complètement occulter Fantasy Flight Games dans ces derniers mois, le jeu Star Wars X-Wing miniature est en complète refonte actuellement puisqu'il passe en version 2.0. C'est-à-dire que vous pouvez oublier pratiquement tout ce que vous connaissiez sur le jeu puisque tout change à quelques détails près. Et qu'est-ce que c'est ces détails ? C'est plus ou moins la taille des vaisseaux et les gabarits de vaisseaux, et encore, à ce niveau-là, il y a encore discussion. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Fantasy Flight Games a splitté leur jeu en plus de factions qu'ils n'avaient au préalable, puisqu'on est passé de 3 factions à 5 factions pour le moment. Donc, en 2.0, qu'est-ce qui est sorti ? Eh bien, c'est les rebelles, c'est l'Empire et c'est les Scum, donc les 3 factions, on va dire, originales du jeu au tout début. Et il restait donc 2 petites factions à arriver qui sont la Résistance et le Premier Ordre. Et il était donc temps pour Fantasy Flight Games de sortir ces gros canons et de balancer ces 2 dernières factions, qui sont en fait tout simplement une réédition de vaisseaux qui existaient déjà mais mis dans des nouvelles factions. Et donc, on commence avec la Résistance, et qui dit Résistance dit X-Wing, qui dit X-Wing dit le T-70 X-Wing, la version donc récente, et je remets des guillemets, du X-Wing, donc du T-65 X-Wing présent dans la faction rebelle. Donc le T-70 X-Wing de la Résistance, qu'est-ce que c'est ? C'est un X-Wing que l'on peut voir... qu'on a pu voir en fait dans le T-65 dans la version rebelle, mais avec évidemment quelques petites variantes pour justifier quand même un nouveau vaisseau. Donc pour commencer, qu'est-ce qui arrive dans ce nouveau pack ? Vous allez avoir 3 pilotes Ace, donc des pilotes nommés, et 3 pilotes non Ace, donc des pilotes plus génériques. Au niveau des pilotes Ace, je dis 3 et en fait il y en a 4, je m'excuse. Donc en fait, au niveau des pilotes Ace, vous allez évidemment avoir Poe Dameron, qui est le pilote Ace par excellence, puisque c'est on va dire la star du T-70 X-Wing, en tout cas en termes de nom. On verra plus tard si en termes de jeu, ça le devient aussi. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, qu'est-ce qui se passe avec la version 2.0 ? Donc les pilot skills sont revus, en général à la baisse. Tout ce qui est bouclier, tout ce qui est coque, tout ce qui est... on va dire tir et tout ce qui est agilité, tout ça aussi a été un peu réajusté plus ou moins, et vous avez une nouvelle, on va dire, ressource qui est présente actuellement. Donc je laisse les gens qui sont intéressés revoir les nouvelles règles du jeu. Donc Poe Dameron qui arrive en pilot skill, qui est l'ace donc de cette boîte, suivi par 3 autres pilotes, donc Ker Kun, qui est un autre pilote ace,
avec un pilot skill de 4, Podamron est un pilot skill de 6, Geoff Six Striker avec un pilot skill de 3 et le lieutenant Bastian avec un pilot skill de 2. Le lieutenant Bastian qui fera sûrement très plaisir à un des joueurs de la communauté québécoise qui se fait appeler le comte Bastian depuis très longtemps. Donc il a officiellement son pilote dans un des vaisseaux. Comte Bastian, félicitations. En termes de autres cartes qui vont accompagner le T-70, vous allez avoir entre autres une des particularités du T-70, c'est qu'il n'est plus équipé de droïde R2 mais de droïde BB, donc type BB-8. Donc toutes ces améliorations qui vont venir avec. C'est à peu près ça qui va arriver avec le T-70 qui est prévu pour sortir incessamment sous peu là, dans les prochains jours. Et on a aussi des nouvelles du jeu Star Wars Destiny, le jeu de cartes TD. Absolument, le jeu Star Wars Destiny qui est quand même un sérieux vendeur de jeux, un sérieux vendeur pour Fantasy Flight Games qui continue à surperformer, surcartonner au niveau des ventes. Donc Star Wars Destiny qui est donc le jeu de cartes et de dés de Fantasy Flight Games qui utilise la même politique que tu peux avoir dans les cartes Magic, donc dans un tout autre domaine qui consiste à dire en fait que tu as 3 sets qui sont on va dire legit pour les tournois et puis dès qu'il y en a un nouveau qui sort, tu enlèves le plus vieux. Donc dans cette politique de renouvellement pour réajuster les cartes et puis surtout on va pas se leurrer pour vendre des cartes aussi, on a ici le nouveau pack qui arrive, donc le Star Wars Destiny Across the Galaxy, qui est donc nouvelle extension avec plein de nouvelles cartes. Enfin, je dis nouvelle, et là encore, la première carte que je vais vous décrire va me contredire, puisque c'est tout simplement la réédition de Dark Vador, Darth Vader pour les Québécois. Finalement, avec toutes les cartes qui vont pouvoir le suivre, qui vont pouvoir l'accompagner, que Fantasy Flight Games suggère pour mettre dans son deck. Donc, Dark Vador, c'est un gros bourrin, c'est une carte caractère, un personnage de corps à corps, qui vient, entre autres, en carte d'upgrade avec le sabre de Dark Vador, avec le point de Vador, donc les troupes de support, le point de Vador, et plein d'autres cartes qui font tout le lore et l'univers de Dark Vador, qui vont permettre de rendre ce brillant petit bonhomme noir encore plus bourrin que ce qu'il est actuellement, parce que pour voir les caractéristiques de la carte, autant vous dire que ça tape très fort. Donc ça c'est pour les premières cartes en fait qui avaient été présentées pour cette extension. Oui. Mais il faut savoir que cette extension met aussi l'emphase, ou en tout cas semble mettre aussi l'emphase sur ce qu'on appelle les supports. Donc initialement c'est des droïdes ou des véhicules qui peuvent venir en support de vos personnages. Et là, Fantasy Flight Games s'est un petit peu lâché puisqu'on a du BB-8, du Black One qui est le vaisseau de Podamron, du Fire Sprite en 31, du Shadowcaster, bref, pas mal de cartes ou pas mal de noms qui vont parler aux joueurs de X-Wing miniature. Et je vous dirais même que c'est pas seulement les noms qui vont rappeler les joueurs de X-Wing miniature, mais aussi les dessins. Parce que dans la continuité de ce que fait éternellement Fantasy Flight Games, ils continuent à réutiliser les mêmes dessins. Donc les joueurs de X-Wing et ou d'autres jeux de cartes ne vont pas être étonnés de voir les mêmes dessins encore et encore. Effectivement. Mais je suis surpris que ce jeu est encore aussi populaire qu'il était au début, parce qu'il y a eu beaucoup de retard avec les différents sets. Il y a eu beaucoup de problèmes de distribution la première année, comme on sait. Donc, c'est pas surprenant. Ben oui, d'un côté, c'est surprenant que c'est encore très populaire. C'est un jeu qui est très le fun à jouer. Si ce ne sera pas qu'il faut investir des centaines de dollars, là, c'est un jeu qui est très le fun à jouer. Je sais que mes filles adorent jouer à ça. Donc, c'est un jeu qui est cool à jouer parce qu'il prend pas non plus des heures à s'installer. Non, c'est ça, exactement. T'as un jeu de cartes, quelques dés. T'es rapidement opérationnel pour faire une partie, donc quand t'es à une soirée entre amis, les règles du jeu sont relativement, je mets des guillemets, simples à voir. C'est un peu comme du Magic, tu peux prêter ton jeu de cartes, ton paquet de cartes à un ami et quand même avoir du fun et qui comprenne les trucs. Ce qui n'est pas forcément le cas de X-Wing, parce que X-Wing, ou encore pire, Armada, ou encore pire peut-être Légion, tu vois, où tu dois tout installer, tout un set, et puis il faut t'expliquer les règles, et puis ça peut vite être beaucoup plus long. Ouais, effectivement. Et la dernière nouvelle que nous avons, c'est concernant un autre jeu,
de miniature qui est Star Wars Legion, avec un preview de Palpatine. Oui, notre petit vieux en peignoir préféré est présent. Donc moi, tu vois, j'étais très étonné parce que de mémoire, j'avais l'impression que Palpatine était sorti, parce que ça me paraissait une évidence. Eh bien non, il n'était pas sorti, il va sortir. Donc dans Star Wars Legion, tu vas pouvoir avoir l'empereur Palpatine. Alors là, attention, tout le monde va être surpris, tout le monde va être très étonné, mais Palpatine, son point fort, c'est la Force, évidemment. Donc toutes les cartes, en tout cas une grosse partie des cartes qui vont te permettre de l'améliorer ont un rapport avec la Force et bien sûr son petit éclair magique d'électricité, super cool. Et pour information, Palpatine, lorsqu'il va sortir, lorsqu'il sera disponible, ça deviendra la pièce la plus chère du jeu. Je dis pas financièrement parlant, je parle en termes de points, puisqu'il arrive avec un minimum de 210 points, ce qui le rend beaucoup plus cher qu'un AT-ST par exemple, et évidemment que de Dark Vador. Ouais, il est très puissant et il y a une habilité qui lui permet d'appeler ses gardes pour le protéger tout le temps. Donc, c'est les gardes qui prennent les dommages au lieu de lui. Et on y en a pas parlé encore, mais il paraît initialement, ce qu'il avait dit, c'est que Palpatine avait aussi l'habilité de permettre un double attaque. Donc, ça à suivre, hein, mais ouais, il est très, 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 très puissant. Ouais, bah, au nombre de points qu'il fait, j'espère, parce que sinon, il va pas être beaucoup joué. Non, c'est ça, exactement. Alright, merci Julien. Alors, c'est tout pour les nouvelles gaming que nous avons ce soir. Ensuite, nous allons passer à la série The Mandalorian, série télévisée, et il y a eu une visite surprise qui a visité le plateau de tournage avec Jon Favreau et Dave Filoni. Francis, je sais pas si tu peux nous donner des détails de cette visite. Oui, ben effectivement, on va peut-être mettre aussi en contexte là, que qu'est-ce que Dave Filoni faisait sur le tournage. Bon, ben c'est lui qui s'occupe du premier épisode de la série de Mandalorian. Et comme c'est visiblement en train de devenir une tradition, le père créateur, George Lucas, est venu faire sa petite visite. On sait là, qu'il est quand même très proche de Dave Filoni. Et bon, sur les derniers films aussi, il venait toujours visiter là, le tournage une ou quelques fois. Donc c'est ça, il est venu rendre une petite visite et Jon Favreau en a profité pour mettre ça sur Instagram, faire des belles photos. Sinon, Jon Favreau aussi fait un peu à la Ron Howard, nous tease une fois de temps en temps quelques photos sur Instagram, comme Ron Howard faisait avec Solo là, pendant la dernière année. Les deux dernières en date, une plus intéressante pour moi que l'autre. La première, c'est l'arme qu'on voyait sur les photos jusqu'à maintenant là, qui avait été publiée du Mandalorien. L'arme qu'il y avait dans le dos. Donc, on l'a en version là, complète, là, déposée sur des caisses. Certains seront surpris de constater l'inspiration assez évidente pour les connaisseurs de l'arme. Ça vient du Holiday Special, donc ceux qui se souviennent, il y avait un espèce de dessin animé dans le Holiday Special où est-ce que Boba Fett, à sa première apparition, avait une espèce d'arme qu'on pourrait décrire comme ayant un genre d'aimant au bout. Donc une forme, là, une espèce de V là, ou de U là, à la place de l'embouchure du canon. Donc moi je vous invite à aller voir ça. C'est pour ce qui est du look, je dois avouer que ça en jette. J'ai hâte de voir l'effet que ça a, parce que dans le Holiday Special, c'était justement une espèce d'onde, on va dire, que ça projetait. Et fait que là, je sais pas si ça va être un projectile ou quoi, là, mais bon. Sinon, le reste de l'arme fait très ancien, très classique, là. On pourrait croire que c'est sorti d'un musée, là. Musée des sciences naturelles, quelque chose comme ça, là. Ouais, effectivement. Mais très joli, faut avouer. Et sinon, on a droit aussi à une photo du Ice Bucket, donc du l'espèce de pot de crème glacée qu'on vous apercevait dans l'épisode 4, donc dans l'Empire contre-attaque sur la Cité des Nuages. Un personnage dont je me rappelle plus le nom, mais qui courait dans les corridors là, avec une espèce de sirop de crème glacée dans les mains. Bon, on m'a déjà expliqué par le passé que c'était pas un vrai sirop de crème glacée, que c'était ça avait une fonction très importante là, dans les légendes, c'était expliqué dans un œuvre, je me souviens plus non plus laquelle. Mais bref, ils l'ont recréé pour la série de Mandalorian, fait que j'imagine que ça va être un easter egg là,
à quelque part dans le background. On s'entend que c'est un personnage qui a couru pendant 3 secondes avec un vrai pot de crème glacée et que c'est après qu'ils ont essayé de broder un truc important autour, quoi. Non, en fait, c'est ça qui m'avait surpris. Je me demande, en fait, si c'était pas dans un épisode du Star Wars Show, mais j'avais revu, il le montrait, puis tu sais, c'était quand même très, très différent là, de ce qu'on voit, par exemple, les cosplayers, des fois, dans des Comic-Con, là, qui s'amusent à voir ça. Donc, c'était quand même plus développé, mais oui, à l'œil, ça y ressemblait énormément, là. Puis Jon Favreau s'est pas gêné, justement, pour appeler ça justement le Ice Bucket encore. Là. Donc, mais visiblement, on va revoir ça quelque part dans la série. J'espère que l'intrigue de la série tournera pas autour de ça. Puis là, on va T'imagines, le Mandalorien, il est parti à la recherche du sceau. Ouais, c'est ça. C'est sa mission. C'est ça, en fait. C'est comme dans Ronin, là, jusqu'à la fin, on va se demander qu'est-ce qu'il y a dans le sio. Tu vois, sa quête durant toute la série, c'est où est ce seau. C'est ça, exactement. Ça va faire, il va ouvrir le seau, puis là, ça va faire comme Pulp Fiction. Tu vas juste voir comme un reflet de lumière, mais tu vas pas voir c'est quoi qu'il y a dedans, là, comme la ça c'est encore pire. Ça, c'est pire que dans Ronin. Là. Ça, c'est encore plus insultant. Mais bon, fait que ça fait le tour pour les petits teasings là, de Jon Favreau sur la série qu'on attend. En tout cas, il réussit à garder l'attention sur la série. Même les leaks qui sont sortis par Making Star Wars et tout. Donc c'est sûr que nous allons faire un spoilers prochainement concernant la série. Mais comment je peux dire? Je pense que c'est une belle façon de garder les gens intrigués. Et ça garde le momentum aussi depuis l'annonce de la série. Tu parlais aussi des photos qui avaient leaké. Je pense que le fait de ne pas être au même niveau de paranoïa et d'omerta que les films, c'est pas complètement innocent de leur part, c'est pas complètement étranger au fait que ça leur fait quand même une certaine publicité gratuite, là, ça garde la hype élevée tout le temps. Bon, peut-être aussi une question de coût à ça, parce que sur les photos en question, on voyait très bien que on n'était pas au milieu du désert africain, là. On était plutôt clairement dans le sud-ouest de la Californie. Ouais, effectivement. Donc, mais tu sais, c'est ça permet justement, entre ça puis les coûts de production d'une campagne marketing là, à grand budget, je trouve que c'est quand même tout aussi efficace qu'un petit teaser là, de quelques secondes sur YouTube. Oui, excellent. Donc, le prochain sujet de nouvelles, c'est côté littérature. Alors, si on commence avec une première nouvelle que Mark Hamill lui-même a confirmé sur Twitter. Donc, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est la Force qui a tué Luke dans les derniers Jedi. C'est comme il disait, il disait que c'est comme quelqu'un. C'est une overdose. C'est ça, il est mort d'une overdose de force. Donc c'est comme quelqu'un là qui s'est fait longtemps qu'il n'a pas eu son fixe, là, qu'il n'a pas pris de drogue, puis tout d'un coup il se laisse embarquer dedans, puis ça a été trop fort et c'est tragique, mais c'est ça. On s'en doutait que c'était quelque chose comme ça déjà en partant. On va voir ce qu'ils vont faire avec cette histoire dans l'épisode 9. Donc les Jedi sont-ils des gens shootés aux enfêtes? On vous laisse en débattre dans les commentaires. Hein? Si shootés, les autres c'est pas l'héroïne, c'est les midi-chlorians. C'est ça. Ça se trouve, il y a un trafiquant de drogue qui va sortir une drogue midi-chlorien, tu sais. Et voilà. Juste pour être sur la vague. C'est le prochain fixe qu'on va voir dans des prochains Star Wars, mais des overdoses de midi-chlorian. Non, c'est ça. C'est que t'as pas besoin de bâton de la mort quand t'as la force. C'est ça qui... Tant qu'à rester dans les nouvelles farfelues un peu, prochaine nouvelle est Marvel a confirmé le retour de Jar Jar dans les bandes dessinées de Marvel. Julien, si tu peux nous donner des détails. Absolument pas, parce qu'il y en a pas, vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que Marvel a annoncé ce qui allait arriver en 2019 en tant que comics. Ils ont sorti l'espèce d'axe qui va être leur Age of Star Wars Initiative. Mm-hmm. Donc c'est un peu leur... qu'est-ce qu'ils vont faire en 2019, vers où ils s'en vont, quelles sont les séries qu'ils vont lancer. Et il y a une des séries qui s'appelle Age of Republic, puisque Age of Star Wars va se concentrer sur 3 Age.
3 ères en fait de l'épopée Star Wars. Il y a une de ces ères qui est la République, donc l'Age of Republic. Et ils ont décidé de démarrer, de faire un kick-off de cette série avec un... Alors, c'est là où je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils annoncent, puisqu'ils annoncent un one-shot de 40 pages qui s'appelle Star Wars Age of Republic Special numéro 1. J'ai du mal à imaginer un one-shot qui porte le numéro 1, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un numéro 2. Alors bon, les puristes me diront qu'un one-shot, c'est une histoire qui se termine dans le livre. Ouais, je dirais oui, mais bon, je suis un peu gêné avec le numéro 1. Bref, trêve de mondanité, comme dirait un youtubeur. Star Wars Age of Republic Special numéro 1 a été annoncé comme étant un recueil de nouvelles où il va y avoir une histoire où Jar Jar Binks va avoir un rôle. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir un rôle? Est-ce qu'il va juste faire une apparition guest star ou pas? On ne sait pas exactement parce qu'ils disent un featuring de Jar Jar Binks, donc il peut très bien être juste il va peut-être juste servir le café à des personnages et puis ça sera le featuring. Mais en tout cas, donc la personne derrière ça, c'est Chip Zdarsky. Zdarsky, je m'excuse pour la prononciation. Et donc voilà, il va y avoir au moins quelques dessins de Jar Jar Binks. Alors je sais que c'est un personnage qui a été beaucoup détesté dans l'univers de Star Wars. Moi je trouve qu'on lui a fait quand même son procès un peu violemment. Mais bon, on va voir si on est capable, en tout cas si les écrivains sont capables de le remettre un petit peu sur le devant de la scène de manière un petit peu cool, un petit peu sympa. Et on va voir ce qu'ils seront capables de faire en début 2009, donc avec le Star Wars Age of Republic Special 1. On va découvrir comment que Jar Jar est tombé en dépression après avoir donné les pouvoirs à Palpatine et créé l'Empire. Ouais, à mon avis, il a regardé juste les commentaires Facebook de sa performance et c'est ça qu'il a donné, quoi. Mais c'est quand même un retour, entre guillemets, qui va faire plaisir à certains plus jeunes lecteurs. Je sais que ça reste un personnage quand même bien aimé des plus jeunes. Donc, plus jeunes, disons, d'âge primaire, là. Et c'est aussi une autre étape qui montre que Disney et Lucasfilm réinvestissent dans la période de la prélogie. Si tu fais une bande dessinée qui est dans un des numéros, tu mets Jar Jar en vedette, c'est parce que tu es prêt à réinvestir dans la prélogie. C'est vrai. Ou tu veux l'anéantir, un des deux, là, mais... Ça serait quand même une belle perte d'argent de vouloir réanéantir un perso qui avait déjà été anéanti, donc... Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, là, t'as juste... Tu sais, les gens ont gagné en maturité, puisque les gens qui ont vu la prélogie à l'époque, qui avaient tout bâché, etc., ont gagné en maturité, se sont rendus compte que la prélogie, c'est peut-être pas forcément si catastrophique que tout le monde pense. Et comme les gens sont en train de s'adoucir sur la prélogie, Disney se dit, bon, ben, on va pouvoir le relancer. On s'entend que la prélogie, t'as quand même pas mal de choses super cool. Moi, je sais pas, la série Clone Wars, qui est en plein dans la prélogie, elle est vraiment chouette, de mon point de vue. T'as quand même des personnages comme Jango Fett, Obi-Wan... et on pourrait en donner un paquet d'autres qui sont quand même plutôt cool. Je pense que c'est juste que les gens se rendent compte que maintenant, la prélogie, c'est pas si mal que ça, et puis on peut faire des trucs cool là-dedans. Oui, effectivement. Écoute, moi, j'ai bien aimé la prélogie. Oui, il y a des problèmes, on les connaît, les problèmes, là, au niveau scénario et tout, mais les films sont quand même spectaculaires à voir. C'est pas c'est comme tu dis là, je pense que c'est des films qui sont de plus en plus appréciés avec le recul, pas le recul, mais avec les années qui passent. Puis on a vu aussi que finalement le monde après avoir vu parce qu'on sait que les derniers Jedi a anéanti la moitié du fandom là, mais que ces gens-là finalement ils ont réalisé que la prélogie finalement c'était pas si pire que ça. L'autre nouvelle que nous avons, qui est une très bonne nouvelle pour ceux qui lisent les romans en français, nous avons maintenant une date de sortie pour le 2e tome de la série Riposte, qui est Dette de vie. Exactement. En fait, par contre, je vais devoir te corriger. Le roman est sorti. Il est sorti. Depuis quelques jours déjà. Donc, nos amis les Français ont pu mettre la main dessus. Je suis moi-même dans l'attente de la livraison. J'ai commandé le jour même de sa sortie. De mémoire, c'est un livre que de ton côté, Jeff, t'avais pas beaucoup apprécié. Non. Je dois mentionner aux gens qui auraient uniquement lu le premier volume de Riposte que le deuxième atténuait quand même beaucoup des aspects plus négatifs du premier. Il y avait eu beaucoup de critiques sur le style de l'auteur. Donc ça avait été quand même pas mal amélioré sur le deuxième.
je m'attends aussi dans celui-là, parce que là, évidemment, j'ai pas lu la version anglaise, la version française. Je m'attends aussi à la même différence, juste pour préciser. Justement, une des grosses critiques du premier tome, ou en tout cas de la trilogie au complet, c'était le style de l'auteur Chuck Wendig. Et je dois avouer que entre la version anglaise que j'avais pris en audiobook et la lecture en français, c'était quand même beaucoup moins pire, la version traduite. Okay. Donc, on va voir avec le deuxième tome de quoi ça a l'air. Mais ça s'annonce quand même bien. Fait intéressant à mentionner sur cette sortie-là, ça... Bon, ça n'a pas réanimé, mais ça a quand même ramené un petit peu la controverse qu'il y a eu cet été lors de la sortie de Baroud d'honneur sur la traduction que Pocket avait fait d'un personnage non-binaire. Donc ça avait enragé, on va dire ça comme ça, les plus militants là, de la cause des non-binaires en France. Pour rappeler, dans le fond, c'est que Pocket s'était contenté de faire de mettre le personnage au masculin. On refera pas toute l'histoire ce soir. Je peux pas me permettre de dire qu'il s'était contenté. Je suis désolé, mais Pocket étant un éditeur, il se doit de faire une seule et unique chose, respecter la langue française comme elle a été écrite. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, Julien. Moi aussi, c'était mon interprétation. Du coup, tu peux pas dire qu'ils se sont contentés. Non, ils ont fait leur boulot qui est de respecter le dictionnaire. Et en respectant le dictionnaire, ils se sont retrouvés devant une problématique qui est que t'as pas de genre neutre en français. Donc Exactement. Ils ont fait ce que la grammaire actuelle française fait, c'est-à-dire le mettre au masculin. Exactement. Mais bref, certains, comme tu le sais, étaient pas d'accord sur ce que Pocket aurait dû faire. Et cette fois-ci, c'est de nouveau le cas. En effet, dans le deuxième volume de Riposte, il y a un personnage un peu le même genre. Par contre, l'auteur original, cette fois-ci, Chuck Wendig, avait pris la peine, au lieu d'utiliser des solutions de rechange utilisées pour les non-binaires aux États-Unis comme l'auteur de Last Shot. Cette fois-là, Chuck Wendig avait plutôt tout simplement inventé un nouveau mot propre à Star Wars, propre à ce livre-là. Et bon, ben cette fois-ci, Pocket a pris la décision tout simplement de garder le même mot. Donc, ils l'ont tout simplement pas traduit. Et dans le bas de la page où est-ce que ça arrive, il y a dans le fond un astérix qui explique que ce mot-là, c'est ZHE. Donc, on sait même pas comment il faut le prononcer en français. Là. Mais, puis évidemment, à partir de là, disons qu'on le voit beaucoup. Ça fait un texte difficile à comprendre quand même, d'après ce que les captures d'écran que j'ai vues là, sur Internet. Mais bon, je pense que ça a quand même calmé l'ardeur ou la colère là, de certains là, depuis l'été dernier envers Pocket. Donc, si je vous invite, bref, quand même, à lire ce roman-là. Moi, c'est un roman que j'avais bien apprécié, donc je vais le relire une fois qu'il va être arrivé. Et comme je disais en début d'émission, je suis en train de me retaper le premier, justement, pour me remettre dans le bain. C'est quand même un des rares romans du canon où est-ce qu'on suit des nouveaux personnages. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment moins ça. Ils veulent des histoires sur Luke, Han, Leia, etc. Moi, j'apprécie beaucoup, justement, de suivre une équipe de nouveaux personnages. Même si celui-là, le roman s'appelle Dette de vie, donc vous vous doutez, il est quand même question de Chewbacca et Han Solo. Mais bref, il y a pas beaucoup de romans dans le canon là, où on suit des nouveaux personnages, donc moi, ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup. Et entre autres, l'amiral Sloane, donc personnage quand même très important de l'Empire là, d'après Retour du Jedi. Donc, je vous invite à lire ça. Pour ma part, sans dire que c'est excellent et que c'est un must, je trouve que si ça vous intéresse de savoir ce qui est arrivé après le Retour du Jedi, là, c'est un must. C'est dans cette trilogie de livres-là que vous allez trouver vos réponses. Et celui-là est déjà sorti et on a déjà la date de sortie pour le 3e tome. Ça devrait être en février, donc il est déjà sur Amazon et tous les différents sites là, pour commander ça, précommander ça. Ouais, c'est cool. Donc, et Jeff, je sais pas ce que en dit tes souvenirs. Pour ma part, je dirais que le 3e est encore meilleur. Ouais. Donc, à chaque tome de cette trilogie-là, ça s'améliore. Donc, et le 3, honnêtement, sans spoiler trop, je pense qu'on peut quand même mentionner que c'est la bataille de Jakku. Et la bataille de Jakku, moi, personnellement, je vous dis, elle vaut la peine. Donc, à lire. Ouais. Sinon, dans la littérature française, je mentionnerais peut-être aussi que le 7 novembre, c'est aussi la sortie
De 3 belles œuvres de chez Panini Comics. Donc le premier, c'est la BD de Tron, donc l'adaptation du roman de Timothy Zahn, Tron. Personnellement, je ne l'ai pas encore en main en français, je l'ai lu en anglais et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. C'est certain que c'est pas évident de réduire un livre, surtout qui était quand même assez volumineux, là, celui-là, à un contenu de BD, mais je trouve que c'était bien fait. C'était magnifique aussi pour l'œil, donc je vous le conseille et c'est sûr que je vous conseille le livre aussi là, parce que c'est vraiment un excellent livre, mais la BD de Tron là, elle vaut la peine que vous ayez lu le livre ou non pour découvrir le personnage aussi là, des gens qui entendent tout le temps parler de Tron mais qui savent même pas c'est qui là. C'est une très très belle introduction. Sinon Panini nous sort aussi à la même date 2 coffrets en métal, donc pour les collectionneurs. Le premier 100% Star Wars Canon, donc les tomes 1 et 2 des BD de Canon qui étaient sortis il y a quand même déjà quelques années. Si vous avez pas lu ça, je vous le conseille, c'était vraiment excellent. Moi personnellement, j'avais aucun intérêt pour ce personnage-là, Canon. J'étais pas un grand fan de la série Rebelle, etc. Mais je vous le dis, c'est vraiment vraiment excellent. On suit Canon essentiellement dans juste avant l'Ordre 66 et après l'Ordre 66, qui essaye de survivre, là, traqué par les clones, etc. Fait que c'est super intéressant. Deuxième coffret de métal qui a l'air magnifique, c'est la totalité de la série Dark Vador de 2015, donc qui est terminée depuis. Donc on avait 4 BD, si je me trompe pas, là, en format album. Donc ici on a un beau coffret métallique. Donc c'est le 3e coffret métallique là, dans le canon, on va dire. Et pour un complétiste comme moi, là, ça me démange de les commander, là, même si j'ai déjà tous les albums en stock. Je vous dis, si vous pouvez mettre la main là-dessus, ça a l'air magnifique. Je pense que c'est au coût de 32 et 33 € chaque pour à peu près 300 pages. Vraiment, là, ça vaut le détour, fait que je vous le conseille. Ouais, d'ailleurs, je trouve ça dommage que Panini Comics propose pas que tu puisses acheter juste le coffret métallique, ne serait-ce que pour remercier les gens qui ont dès le début soutenu Panini Comics en achetant les BD dès le début, quoi. Moi, je trouve que c'est une magnifique idée, Julien, et je propose qu'on fasse du lobbying auprès de Panini pour que ça se réalise. Et je crois que ça avait déjà été fait à la sortie du tout premier coffret métallique, où justement les gens avaient posé les questions. Il y a eu aussi un moment des images, enfin des dessins qui avaient été insérés dans les premiers tomes de certaines séries, et les gens qui disaient « Ouais, mais vous êtes gentil, mais moi je voulais acheter à la sortie et j'ai pas le droit de l'avoir l'image là. » Et Panini avait pas vraiment donné suite à ça. Mais effectivement, je sais que c'est absolument impossible, mais si jamais des gens de Panini nous écoutent, s'il vous plaît, sortez les coffrets métalliques pour les gens qui, comme moi et comme mon confrère Francis, ont acheté les BD au moment où elles sont sorties et qui vous ont permis de financer les BD suivantes. Et si vous n'avez pas encore lu la série Darth Vader, je vous la conseille fortement. C'est la meilleure série que Marvel a publiée jusqu'à présent. Même la deuxième série de Vader qui est en cours en ce moment est vraiment excellente. La première série, là, c'est vraiment de voir ce que pense Vader et tout. Et juste pour moi, le moment clé, là, c'est juste quand il apprend que le pilote qui a détruit l'étoile de la mort, c'est un Skywalker. Là, ça, c'est classique. Ouais, avec la force, fait tout craquer les fenêtres du Star Destroyer. Là. C'est vraiment... ça vaut la peine. Mais globalement, il n'y a pas tant de BD Marvel qui sont pas très bonnes. Je sais que globalement, t'as peu de chances de te tromper parce que les Canons sont plutôt bonnes, les Dark Vador sont plutôt bonnes. Ben tu vois, moi je trouve que la série principale, pour moi, là, côté qualité, ça l'a baissé vraiment. Là, c'était bon pendant peut-être les 20 premiers numéros, puis après ça, pour moi, là, c'est devenu redondant, c'est devenu plate. C'est quand ils ont commencé à introduire l'escouade spéciale de Stormtrooper, là, qu'il y en avait un qui utilisait un lightsaber puis tout ça. Là. Je trouvais ça un peu excusez le mot, mais imbécile. Là. Fait que moi, ils m'ont perdu à ce moment-là. Fait que je l'ai pas lu après ça. Mais comme tu dis, les autres séries comme Darth Vader, c'est bon. Il y a la série qu'ils ont faite sur Lando, la mini-série, c'était vraiment super bon. Même la série sur Leia a pas été très bonne par contre. Hein. Non, c'est ça. C'était vraiment waouh, j'ai lu ça, j'ai fait point de suite. Mais même celle sur Solo était ordinaire avec.
Ben, ça dépend, celle sur Leia, puis surtout celle sur Solo. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup aimé celle sur Solo. Sauf un petit détail, là, on dévoile pas le punch de la fin, là, mais c'est la finale qui a déçu plusieurs. Mais ouais, Leia, je sais aussi que certains l'avaient adoré, donc moi je fais partie de ceux qui l'ont pas beaucoup aimé. Je mettrais aussi la série Chewbacca là, dans la catégorie de disons, moins intéressante. Mais t'as raison, côté BD, là, n'importe quel fan de Star Wars devrait commencer à s'y intéresser si c'est pas déjà le cas. Parce qu'il y a une quantité de contenu, puis au niveau visuel, c'est magnifique. Mais vraiment, là, j'invite les auditeurs qui auraient jamais ouvert une BD Star Wars de Panini à s'y mettre. Bon, ensuite, il y a tellement de thèmes, tellement de personnages là, que vous avez quand même l'embarras tu de sais plus choix. par quel bout le prendre à un moment. Ouais, effectivement. Puis ce qui sort, ça continue d'être excellent. On parlait de Vador tantôt. Non, vraiment, là, autant côté Marvel, puis Panini fait des produits magnifiques. Là. Personnellement, je trouve que la qualité est là. Donc, je vous invite à vous y mettre. Excellent. Alors, si on reste dans le côté BD Star Wars, mais en anglais, comme je mentionnais un peu plus tôt, il y a la deuxième série de Vader qui est publiée en ce moment. Donc, on a appris dans le numéro 22, on a appris quelle était l'utilité du château de Darth Vader sur Mustafar qu'on voit dans Rogue One. Donc, ce n'est pas simplement une forteresse où Vader se cache, mais cette forteresse a un rôle. Et dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que Vader communique avec un fantôme d'un seigneur Sith qui s'appelait Momin. En anglais, c'est Momin. Donc, ce qu'on apprend, Momin, ce qu'il dit à Vader, c'est que le château, la façon qu'il a été conçu, c'est une antenne qui est capable de capter les différentes fréquences mystiques, si on peut dire. Donc, les fréquences de la vie, les fréquences de la mort. Donc, le but du château, c'est de permettre de trouver la fréquence de la mort qui permettrait à Vader, ou plutôt Anakin, de se réunir avec l'esprit de Padmé Amidala. Ça peut sembler un peu poussé de la façon que je l'explique, mais le lire, c'est vraiment intéressant de la façon qu'ils le font. Là. Donc, c'est cool de voir que même en étant si près de l'époque de l'épisode 4 du premier film, où ce qu'on pensait que Vader c'était vraiment comme une machine à tuer et tout, là, comme on voit dans la fin de Rogue One, on voit qu'il est encore en conflit. Il est encore en conflit avec son personnage d'Anakin, puis qu'il passe toujours à Padmé depuis le début. Là. Petit easter egg à mentionner intéressant, c'est que l'artefact en question de l'ancien Seigneur Sith là, est le même qui est au centre de l'intrigue dans la série Lando dont on parlait il y a 5 minutes. Oui, c'est vrai, donc, effectivement. Ça fait partie des choses le fun dans les comics. Il y a quand même beaucoup de liens entre les différentes histoires. Ouais, et juste mentionner que c'est la première série de Lando, pas celle avec le Lando du film Solo, mais celle qui est parue il y a quelques années. Là. Ouais, 2015. Ouais, 2015, c'est ça. Alors, c'est ce que nous avons côté nouvelle littérature. Quelques petites nouvelles rapides de côté film. La première, c'est que on a eu une petite mise à jour de l'état de santé de John Williams. Bon, alors mise à jour, c'est un grand mot. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il y avait un concert à Londres organisé en l'honneur de John Williams. Et John Williams devait être présent, devait être sur scène pour ce concert. Malheureusement, sa venue a été annulée la veille. Et sur le premier communiqué, on avait annoncé que John Williams avait été hospitalisé. Ce qui a été finalement démenti ou plutôt corrigé par la suite, puisque s'il n'a pas été hospitalisé, en fait John Williams était malade. Il était annoncé comme malade. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a eu, mais il a eu quand même quelque chose d'assez important pour quand même devoir annuler une représentation en son honneur au London Symphony Orchestra. Donc on espère tous que John Williams, qui a quand même quelques années au compteur maintenant, qui quand même va pouvoir se remettre correctement et puis va avoir le temps de se reposer dans les prochains temps. Ouais, et je crois que ce qui avait semé, pas les mois, mais ce qui avait amplifié la nouvelle, c'est que la nouvelle originale du site, justement de l'orchestre, disait que John Williams avait été hospitalisé. Et l'annonce a été rectifiée
par après, mais l'annonce originale faisait mention qu'il avait été hospitalisé, ce qui n'est pas le cas. Excellent, alors on lui souhaite bon rétablissement. La deuxième nouvelle que nous avons côté film, hein, c'est qu'on a eu confirmation non officielle que le film sur Boba Fett est bel et bien mort. Ouais, ben dans le fond, c'est venu au départ là, du journaliste Eric Weber, mais toute la presse spécialisée s'est mise sur le téléphone à la recherche de sources pour se faire confirmer qu'effectivement, Kathleen Kennedy aurait confirmé que le projet de film, donc dans un sens, elle confirmait l'existence du projet de film aussi, mais sur Boba Fett était définitivement annulé. Bon, il y avait on apprend aussi là, le lendemain ou le surlendemain que c'était, ou en fait ça vient confirmer les rumeurs que c'était beaucoup plus un projet sur la totalité des chasseurs de primes qu'on voit dans l'épisode 4 et non uniquement sur Boba Fett. Mais bref, le tout serait à l'arrêt, donc ça va en parallèle avec la décision là, de Bob Iger de réduire la cadence au niveau des films de Star Wars. En même temps, bon, on peut dire que le projet est mort, mais Disney est quand même bon pour ressusciter des morts de temps en temps. Réanimer des morts, on va dire. Donc, c'est pas dit que le projet va pas revivre un jour ou l'autre, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est à l'arrêt total. Fait que c'est ce qu'on a appris cette semaine. Je suis curieux de voir parce qu'il y avait la première rumeur, ben pas rumeur, il y avait un film qui était en préparation qui était par le réalisateur Josh Trank, si je me rappelle, qui était le réalisateur du dernier film des Fantastic Four. Puis ils ont eu tellement de problèmes avec ce film-là que c'est pour ça que Lucasfilm a décidé de canceller le film à la dernière minute de Boba Fett. Il avait même préparé un teaser qu'il allait montrer aux Celebration de 2017, je crois. Donc, on savait que ce film-là a été cancellé, mais là, il y avait eu une autre rumeur dans les derniers mois, comme quoi qu'il y avait le réalisateur James Mangold, réalisateur de Logan, entre autres, qui allait écrire et réaliser un film sur Boba Fett. Donc, je sais pas si c'est ce film que là, on a confirmation qui est cancellé, ou si ça fait juste référence au film original qui était fait par Josh Trank. On va voir ce qui arrive dans les prochains mois. Puis je pense aussi, ce que ça disait, c'est que le focus est sur la série de Mandalorian. Je pense que, tu sais, on va avoir notre dose de chasseurs de primes avec cette série-là. Et la dernière nouvelle que nous avons ce soir, c'est pour les collectionneurs de figurines Black Series. Donc, 2 figurines ont été dévoilées dans les dernières semaines. Premièrement, il y a eu Padmé Amidala, version Attack of the Clones, qui a été dévoilée au Comic-Con de Paris. Donc, la figurine Black Series 6 pouces, mentionné. La figurine devrait être disponible au début 2019. Et il y a aussi eu, la semaine dernière, il y a eu l'annonce comme quoi que Mace Windu se joignait à la série. Et lui aussi sera disponible en début 2019. Donc, bonne nouvelle pour les collectionneurs de figurines, car c'était des figurines que le monde demandait depuis quelques temps. Surtout d'avoir plus de Jedi, donc ça, c'est le fun. À quand la figurine de Jar Jar Binks? Hein? Bientôt. C'est elle que j'attends. Alors, c'est sur ce que nous allons conclure l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à studio@starwars.direct, soit sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct, ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, ou notre compte Instagram et chaîne YouTube. Prochaines émissions, je sais qu'on va préparer un spoilers dans les prochaines semaines. Nous avons un spoilers, je sais pas si on va combiner The Mandalorian et l'épisode 9. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles ou de leaks épisode 9 pour le moment. Il y en a plus sur Mandalorian, donc le focus sera probablement sur la série. Et on a d'autres épisodes aussi là, en préparation. On rappelle que nous sommes toujours en période de recrutement au Québec et en Amérique du Nord. Donc, si jamais vous êtes passionné Star Wars et vous voulez partager cette passion avec nous, allez sur notre page starwars.direct dans la section recrutement. Et aussi, nous avons notre boutique pour chandail et tasses. Donc, vous pouvez voir à notre boutique sur starwars.direct, section boutique. Alors, on rappelle aussi que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcasts, et c'est pas mal ça. Juste, on pourrait peut-être rappeler à quoi servent les t-shirts et les mugs
c'est tout simplement à aider au financement, parce que tu viens de donner à peu près toutes les plateformes, mais toutes ces plateformes nécessitent qu'on stocke à quelque part nos podcasts, et ils commencent à avoir quand même un bon paquet de podcasts, et ça commence à faire un petit budget nécessaire tous les ans pour financer l'endroit où on stocke nos podcasts. Et ce budget, pour l'instant, il sortait de la poche de notre leader suprême. Et puis ça pourrait être intéressant si on pouvait l'aider. Donc pour l'aider, c'est facile. Star Wars Direct /boutique. Vous achetez un mug pour Noël. Il y a Noël qui arrive, il est cadeau. Ouais. Un t-shirt Star Wars en direct, quelque chose comme ça. Et ça va nous aider, nous, et surtout notre leader suprême, à pouvoir financer les investissements nécessaires pour Star Wars en direct. Et si vous achetez un t-shirt aussi, et puis vous allez dans un des Comic-Con ou quelque chose comme ça, on va pouvoir vous reconnaître membre de Star Wars en direct. On remercie encore une fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, de la part de Francis, Julien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.